Tôt le matin, alors que vous êtes en service dans l'une des zones de la fondation SCP, vous entendez une sirène hurler. Cela signifie qu'il y a un danger et que vous devez évacuer. C'est extrêmement effrayant car la fondation abrite des objets anormaux et mortels. Avec d'autres employés de la zone, vous courez vers les sorties indiquées pour l'évacuation. En ouvrant la porte vision d'horreur, vous êtes accueilli par des membres du personnel en combinaison de protection intégrale. Vous demandez à l'un d'eux ce qui se passe et vous obtenez une réponse. Il y a un risque de contamination car le SCP-1007-RU pourrait échapper au confinement. Pour l'instant, vous avez de la chance car la direction de la zone a décidé de mettre le personnel en quarantaine pendant 6 heures. Sous la douche stérilisante, vous vous rappelez tout ce que vous avez entendu en formation à propos du SCP-1007-RU, alias le virus Nietzsche. Vous pourriez avoir à y faire face aujourd'hui et ça serait pas mal de survivre. Le virus est incroyablement dangereux et peut causer la mort et des destructions massives, ainsi que d'autres conséquences inconnues. Il a été découvert et isolé par le personnel de la zone 7 où il est détenu en ce moment même. SCP-1007 appartient à la classe Keter, c'est-à-dire la plus dangereuse. La pièce qui abrite le virus Nietzsche doit rester hermétiquement fermée. Afin d'assurer un tel niveau de protection, l'entrée consiste en un système de 3 vestibules hermétiquement scellés. Tout membre du personnel qui entre dans la pièce du SCP-1007 doit porter une combinaison de protection à cycle complet. Après contact avec l'objet, il doit prendre une douche stérilisante et rester en quarantaine pendant 6 heures. D'ailleurs maintenant, vous en faites l'expérience personnellement. Mais ce que vous ne voulez pas expérimenter vous-même, c'est ce qui se passe si quelqu'un commence à montrer des signes d'infection. Si ça arrive, le protocole exige l'euthanasie immédiate et la crémation des restes de la victime. L'éventualité que le SCP-1007 s'échappe est considérée comme un événement à haut risque. Conformément au protocole, la chambre de confinement du virus ainsi que les locaux voisins sont en cours de stérilisation. On utilise pour cela un traitement à ultra haute température. SCP-1007 est un type de virus inconnu de la science moderne. Ses effets sur le corps sont irréversibles et une neutralisation des sujets infectés est obligatoire. Il faut entre 2 et 4 heures après le contact avec l'agent pathogène pour que les symptômes apparaissent. Le virus Nietzsche pénètre dans l'organisme par des gouttelettes en suspension dans l'air ou par contact direct. Le sang, la sueur, les larmes et les autres fluides d'un individu contaminé deviennent également infectieux. L'agent pathogène provoque une mutation progressive des neurones d'un organisme vivant. Ces mutations provoquent une augmentation exponentielle du seuil de douleur de la personne infectée, c'est-à-dire que le taux de croissance de l'indicateur augmente proportionnellement à sa valeur. La mutation se déroule par étapes, toujours selon le même scénario. Immédiatement après avoir pénétré dans l'organisme, le virus se propage rapidement, infectant le cerveau et le système nerveux central. Ensuite, la personne infectée ressent une douleur intense et soudaine, qui entraîne un choc et une perte de connaissance. Les spécialistes de la Fondation estiment que ce moment marque le début du développement de la maladie. Des recherches sont en cours pour trouver un moyen de neutraliser temporairement le virus et l'éliminer de l'organisme avant que cette phase ne se produise. Ce mécanisme est susceptible de sauver la vie du sujet. Ces recherches n'ont pas encore donné de résultats positifs. Après quelques minutes d'inconscience, le patient infecté revient à lui. Pendant cette première phase de la maladie, la personne infectée se sent tout à fait normale pendant les 48 heures suivantes, parfois jusqu'à 108 heures, et ne remarque aucun changement dans son corps. Ensuite, le patient infecté commence à ressentir une douleur intense qui augmente régulièrement. Cette phase est appelée période d'activité. Elle dure environ 36 heures. Au pic de la période, le sujet perd connaissance. Le mécanisme de la période d'activité est vraisemblablement le suivant. Le virus a un effet inconnu sur les neurones sensoriels, les nocicepteurs, qui ne sont activés que par des stimuli de douleur, tandis que le seuil de douleur de l'individu infecté augmente. Quand le patient revient à lui, les neurones altérés ont besoin d'un temps d'adaptation. Ensuite, le virus commence le processus de vérification de la fonction des nocicepteurs mis à jour. À ce stade, l'individu infecté entre dans la période d'activité. Lorsque la douleur devient insupportable, le système nerveux est surchargé, le sujet perd conscience, et le cycle entier se répète à nouveau. À chaque étape, la période d'adaptation des neurones et le seuil de douleur de l'individu augmentent de façon exponentielle. Pendant la période d'activité, la personne infectée ressent une douleur qui atteint les limites de son cycle actuel. Avant de passer à un autre niveau, la douleur peut même dépasser ce seuil très légèrement. C'est probablement à ce moment-là que commence le processus de passage à l'étape suivante. Toutes les tentatives pour soulager la douleur qui en résultent, avec des narcotiques, l'hypnose ou d'autres méthodes, ont échoué. Il s'avère que le virus crée sa propre chaîne de transmission d'impulsion entre les récepteurs de la douleur et le cerveau, dupliquant ainsi le système nerveux de l'individu. Le mécanisme de fonctionnement du système nerveux secondaire est encore inconnu. Aucun médicament connu n'a d'effet sur lui. Et de plus, pendant la période d'activité, le virus maintient le corps éveillé. Ainsi, le sujet est contraint de rester éveillé, sans pouvoir perdre conscience avant la fin de la période d'activité. La durée de la période d'activité ne dépend pas du stade auquel se trouve la personne infectée. Ce fait suggère également que le virus effectue une sorte d'autocontrôle régulier de ses propres modifications. On ne sait pas combien de ces reboots peuvent se produire, mais c'est très probablement infini. Pendant la première série d'expériences, aucun des patients infectés n'a survécu au stade 6. Un jour, un rat de laboratoire a réussi à atteindre le 9e cycle. Les expérimentateurs ont alors décidé de l'euthanasier, craignant les conséquences possibles d'un nouveau cycle. Malgré une tolérance accrue à la douleur, le corps de l'individu infecté reste pratiquement inchangé.
C'est la douleur qui signale normalement les dommages physiques au corps. Ce mécanisme ne fonctionne pas pendant l'infection par le SCP-1007. L'objectif principal des études des personnes infectées était de déterminer leur seuil de tolérance à la douleur. C'est pourquoi beaucoup de sujets sont morts de blessures physiques pendant les expériences. Les détails de la plupart des études sont classifiés. Nous savons que toutes sortes de méthodes de torture et de mutilation ont été utilisées sur les sujets testés. Même pendant les pires moments, les sujets sont restés conscients. Ils ont alors ressenti les niveaux de douleur les plus élevés pendant la phase active, et seulement sur les parties du corps qui avaient survécu. Les personnes infectées restent conscientes jusqu'à ce qu'elles meurent, que ce soit à la suite d'une hémorragie importante ou de dommages significatifs du cerveau et de la moelle épinière. Le personnel de classe D, aussi appelé sacrifiable, a été utilisé pour étudier le SCP-1007. Certains d'entre eux ne savaient pas qu'ils avaient été infectés. Au cours de l'une des expériences, le sujet a découvert l'objet des tests, alors qu'il entrait dans la phase active environ 2h18 après l'infection. L'expérience a été supervisée par le chef de projet, le Dr Lou Jinin, et son assistant, le chercheur principal Komov. Le sujet a signalé de fortes douleurs au niveau du cœur, de la tête, l'estomac, la peau, les os et les dents. Lors du premier cycle, il a avoué avoir commis un meurtre et un viol, et a supplié pour que la douleur s'arrête, jusqu'au moment où il a perdu connaissance. 3 minutes plus tard, le sujet a repris conscience, avec des symptômes d'amnésie. L'extrême brutalité de ces expériences, parmi d'autres préoccupations, a attiré l'attention du conseil SCP-05 sur le virus Nietzsche. Le conseil a alors interdit les expériences qui forcent une personne infectée à passer par le 6e cycle. Lorsque les scientifiques s'y sont opposés, un membre du conseil O5-4 leur a suggéré d'essayer d'abord de s'imaginer en train de ressentir ce type de douleur par eux-mêmes. De plus, toutes les expériences ultérieures devaient être supervisées par le conseil. Nous savons qu'à un moment, le chef de l'étude SCP-1007, le Dr Lou Jinin, a demandé au conseil O5 de mettre fin aux expérimentations et de détruire l'objet. Il a qualifié le virus Nietzsche d'invention du diable. Le conseil O5 a insisté pour continuer les expériences afin de trouver un moyen d'éliminer la phase active. Cela permettrait au virus Nietzsche d'être utilisé pour les buts de la Fondation et pour l'amélioration de l'humanité. Il pourrait être utilisé pour créer une classe de personnel particulièrement efficace. Il serait en mesure de travailler dans des conditions trop dangereuses pour les autres employés. La Fondation serait en mesure d'atteindre de nouveaux niveaux de travail avec certains objets, sans compter la possibilité de créer des groupes de travail spéciaux. Le Dr Lou Jinin a fait connaître son mécontentement à l'égard de la décision du conseil, et à ce titre, il a été suspendu du projet. À sa place, Komov, le chercheur junior, a continué à étudier l'objet. Il avait été précédemment soupçonné de sadisme, en raison de son implication dans le développement du virus Nietzsche jusqu'au 6e stade. Mais son évaluation psychiatrique n'a pas confirmé ce diagnostic. Plus tard, Komov a obtenu la permission d'expérimenter sur des humains jusqu'au 9e stade inclus. En vous souvenant de tout ça pendant les 6 heures de quarantaine, vous réalisez qu'il est peu probable que vous puissiez surmonter le SCP-1007, surtout si vous êtes déjà infecté. Mais vous pourriez essayer de survivre et atteindre le stade 9, voire plus. Potentiellement, vous pourriez devenir un surhomme avec une caractéristique anormale, le virus Nietzsche, comme Tom Hardy et Venom dans le film du même nom. Pour éviter toute torture supplémentaire avant la phase active, vous pouvez essayer de préparer votre corps à son déclenchement. La Fondation SCP possède des technologies avancées et des développements secrets dans ses murs. Vous pouvez donc vous attendre à trouver une chambre d'hydrorespiration dans son arsenal. La personne infectée, c'est-à-dire vous, serait placée dans ce conteneur avant le début de la phase active. Vos poumons seraient remplis d'une solution riche en oxygène formée d'une base perfluorocarbonée. Des relaxants musculaires et un cocktail de vitamines seraient administrés par voie intramusculaire et intraveineuse. Cela ne réduirait pas le niveau de douleur, mais elle permettrait à votre corps de survivre à la transition vers chaque nouvelle étape. Cependant, ce processus ne semble pas particulièrement fiable. Un seuil de douleur élevé est typique des personnes souffrant de troubles psychiatriques graves. Il a été observé chez les schizophrènes ainsi que chez les personnes ayant des tendances maniaco-dépressives et suicidaires. Il est tout à fait possible qu'à l'un des stades du virus Nietzsche, vous décidiez de quitter volontairement l'étude, ou pire, de vous transformer en psychopathe. Vous ne ressentiriez pas seulement la douleur physique, mais aussi la compassion, le remords et l'empathie. Une autre option consiste à utiliser SCP-291, le désassembleur. Cet objet appartient à la classe sûre et peut désassembler le corps d'un organisme vivant et le reconstituer sans effet secondaire négatif. Dans ce cas, chaque organe individuel serait remplacé par un organe sain. Vous seriez désassemblé en ne conservant que votre cerveau d'origine et réassemblé avec de nouveaux organes. Cependant, il y a toujours le problème de la sécurité lors du transport d'un sujet infecté. Et plus important encore, il reste le problème consistant à supprimer le virus du cerveau, là où il s'installe réellement. À part cela, on suppose que le SCP-1007 a pour but ultime de modifier le système nerveux d'un individu infecté. Un scientifique de la Fondation a fait l'hypothèse que le virus est un mécanisme qui tente de créer une enveloppe haute, appropriée pour un véhicule inconnu. Les virus ne sont pas vraiment des organismes vivants au sens propre de l'expression. Ils ne grandissent pas, ne se déplacent pas, ne mangent pas et n'utilisent pas d'énergie. Ils n'ont pas de structure cellulaire et n'ont pas de métabolisme propre. Ces choses ne peuvent même pas se reproduire par elles-mêmes.
Les scientifiques qualifient les virus d'organismes à la limite de la vie. Certains pensent même que les virus sont une forme particulière de vie, ce qui pourrait laisser penser à une invasion extraterrestre. Il y a un autre danger sérieux à considérer. Le conseil O5 est susceptible de détruire tous ceux qui sont entrés en contact avec le virus, les mutations. Le principal mécanisme d'influence du SCP-1007 est de faire muter les neurones du corps d'une personne infectée. Mais tous les virus connus de la science s'adaptent parfaitement à leur environnement, puis mutent et créent de nouvelles souches. Et si le virus Snitch progressait aussi comme ça ? Vous avez eu de la chance cette fois-ci, fausse alerte. Après 6 heures en quarantaine, vous retournez à votre poste. Même après la peur d'un supplice insoutenable et de l'euthanasie, une pensée persiste dans votre esprit. Ce qui vous effraie le plus, c'est que la Fondation emploie des personnes comme Komov, des scientifiques qui sont prêts à utiliser la torture au nom de la science et du profit. Ou peut-être que le SCP-1007-RU n'est pas si simple. Pourquoi les travaux du Dr Loudinin sur cet objet ont-ils attiré l'attention de la plus haute direction de la Fondation ? Ce n'est pas seulement parce qu'ils ont permis à un sadique présumé de continuer à expérimenter sur des humains. Peut-être que le virus Snitch représente une menace d'invasion par une forme de vie inconnue. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer le prochain épisode.